Pour moi, le parcours de soins comporte toute une série de phases dont l'une des issues, l'issue idéale, c'est effectivement cette guérison multifactorielle dont j'ai parlé. Mais tout cela fait vraiment partie du soin et l'on espère que l'après sera simplement le retour à la vie normale, la vie antérieure. Celle d'ailleurs qui justifie la revendication qu'a portée en son temps la Ligue du droit à l'oubli. Il n'y a pas de différence entre moi et moi si je n'avais pas été atteint d'un cancer et par conséquent il n'y a pas de raison que j'ai encore de la difficulté, notamment pour accéder à des aides, à des prêts professionnels ou à des prêts immobiliers pour poursuivre mes projets de vie. Le parcours de soins après la période de l'hôpital, de l'hospitalisation, s'intègre dans un élément qui est totalement clé de la prise en charge des cancers aujourd'hui, qui est la transition, la fluidification de la transition de la ville à l'hôpital et de l'hôpital à la ville. Et il y a un continuum dont chacune des étapes doit être travaillée. L'avant, c'est évidemment le diagnostic, c'est la consultation d'annonce, et puis il y a la phase du début du traitement, le plus souvent en centre hospitalier, et puis il y a l'après, et l'après, c'est ce qui va permettre d'essayer d'augmenter les chances de parvenir à cette guérison multifactorielle, notamment guérison psychologique, sociale et professionnelle. On reparlera des soins de support, je voudrais parler d'un soin qui est particulier. La guérison, je vous ai dit, ne s'arrête pas à l'interruption de la progression tumorale. Dans le cadre des soins de support, tous ces soins de support qui ont comme objectif de donner aussi l'aspect de la guérison, ou au moins du mieux-être, au moins de la santé, ne sont nullement, comme on essaie de le faire passer, des soins de confort. Ce sont pour moi des soins de support aussi importants que les autres, que l'activité physique adaptée, dont on sait qu'elle a un effet statistique direct sur l'évolution du processus néoplasique. Et il faut vraiment prendre les choses comme cela. Il faut également, dans les séquelles, et je pense que ma consoeur, le docteur Sudur-Bodan, en parlera, il faut que l'on intègre l'épée de Damoclès des cancers ultérieurs, des seconds cancers. En pédiatrie, c'est particulièrement difficile, dramatique. La Ligue vient de lancer un appel d'offres dédié pour, même dans les cas où la chimiothérapie classique est utilisée, permet d'obtenir, c'est le cas dans 83% des cas, permet d'obtenir une rémission complète du premier cancer, ne pas arrêter les efforts afin de mettre au point des traitements moins génotoxiques et donc évidemment moins grevés de cette très grande incertitude carcinologique pour l'avenir. Ces soins de support visent à optimiser le traitement des symptômes, à optimiser le soutien psychosocial apporté aux patients, mais ils visent surtout, et c'est un élément qui est important, à améliorer le bien-être des patients et à faire en sorte de leur garantir la meilleure vie possible avec ce cancer en voie de guérison ou ce cancer en rémission. Donc ça, c'est important, je pense. Donc effectivement, il y a un enjeu de structuration qui est importante pour les raisons suivantes. Tout d'abord parce que ces soins de support sont nombreux et il convient de les rendre les plus lisibles possibles pour les patients, pour les professionnels en interne dans les centres et pour les professionnels en externe dans les centres, afin que ces parcours soient le plus adaptés possible aux besoins des patients. Et je pense d'ailleurs que l'accès aux soins de support, c'est un véritable enjeu de santé publique qui challenge les centres, qui les challenge sur l'organisation interne et externe, les liens avec les acteurs hors les murs des centres, qui les challenge sur les outils également, comme par exemple le déploiement des téléconsultations, le déploiement des ateliers à distance, qui les challenge sur les rôles des associations et les rôles des patients partenaires, on pourra y revenir, et qui les challenge également sur les modes de gestion et sur le financement de ces soins, car on sait que malheureusement le financement de ces soins n'est pas totalement optimal. Je pense
sincèrement que anticiper, c'est innover, et innover, c'est diversifier. Alors ça fait un petit peu slogan, mais je crois que les soignants, en fait, ont envie de ça. Ils ont envie de penser le soin dans la pluridisciplinarité. Ils ont aussi envie aujourd'hui d'intégrer de nouveaux métiers. On a des expériences dans les CLCC, comme l'intégration notamment des APA ou des art thérapeutes ou des réflexologues plantaires, par exemple. Alors ces métiers sont davantage intégrés dans ce qu'on appelle les soins de support. Les soins de support sont un peu la marque de fabrique des CLCC. Ils sont un modèle pour le cancer, mais ils sont aussi un modèle finalement pour les autres pathologies. En tout cas, c'est le soin de support qui permet de faire de l'hôpital simplement un tremplin dans un parcours de soins. Pour les plus petits, quand on fait une irradiation cérébrale, on va avoir des séquelles neurocognitives qui peuvent être majeures, avec de ce fait des enfants qui ne sauront pas par la suite s'intégrer socialement. Le professeur Kahn parlait tout à l'heure de se réintégrer d'un point de vue social, professionnel, pouvoir effectivement investir sa vie en faisant des choses. Et bien, par exemple, ces enfants-là, ça va être très difficile, tout simplement parce que les séquelles neurocognitives vont faire qu'ils ne vont pas devenir des adultes autonomes. Donc, et ça, c'est, je pense, très spécifique. Donc, en termes de séquelles, on a vraiment des spécificités de séquelles, et d'une manière générale, les enfants, ils ont plus le temps, si on peut dire, de les développer, puisque quand on a 2 ans versus quand on a 60 ans, on a plus le temps d'avoir une séquelle qui apparaît. Et d'ailleurs, quand on s'intéresse à l'après-cancer et à la survie, on s'aperçoit que c'est quand même une population dans laquelle il y a une surmortalité par rapport à la population générale, pas seulement du fait du cancer, mais du fait des séquelles. Nous, on est pédiatres, donc on ne pourra pas être leur médecin pour toute la vie, donc on se doit de faire le relais. Donc il y a un vrai travail à réaliser sur la transition du monde de l'enfance vers le monde de l'adulte. Ça veut dire qu'il faut anticiper les suivis, et c'est pour ça que c'est vrai que maintenant, dès le début de la prise en charge, on a tendance, mais ça a été dit aussi tout à l'heure, on parle d'emblée de voilà, le traitement, il peut entraîner telle ou telle conséquence à moyen et à long terme. Donc on le travaille pendant tout le suivi pédiatrique, et puis à un moment donné, il faut faire la transition. Et c'est là aussi qu'il peut y avoir un souci avec un certain nombre de jeunes adultes qui vont être perdus de vue. On a beaucoup à apprendre de ce qui s'est passé de ce qui se passe avec la pédiatrie, notamment sur l'étude des cohortes. Et je crois que dans le milieu adulte, on a exactement la même chose à réaliser à travers la cohorte, mais également avec des études interventionnelles. Et c'est tout l'enjeu du groupe Unicancer AFSOS. AFSOS étant l'association francophone pour les soins oncologiques de support. J'invite tous les participants à cette table ronde et nos auditeurs à adhérer massivement à l'AFSOS et à emmener leurs équipes, puisque l'objectif est vraiment de pouvoir développer un accès à la recherche pour tous les patients, avec, là encore, des liens ville-hôpital, et pouvoir démontrer que les soins de support sont un ensemble d'accompagnement, un ensemble d'interventions, et non pas, comme c'est malheureusement entendu dans le grand public, souvent une pratique complémentaire de telle ou telle chose. C'est vraiment un cocktail de prise en charge qui permettra d'aider le patient dès l'entrée dans la maladie, pendant le traitement, et également dans cette phase après le traitement, après le cancer, en évitant les séquelles.